Un détenu de 22 ans a été retrouvé mort dans sa cellule le 9 septembre alors qu'il se trouvait dans le quartier disciplinaire. Un détenu de 26 ans s'est suicidé hier soir. Il était en quartier disciplinaire pour une sanction de 15 jours. Il était libérable en janvier. Frappé, cogné, humilié, des surveillants du quartier disciplinaire une nouvelle fois mis en cause. Le corps d'un jeune détenu est retrouvé pendu dans une cellule du quartier disciplinaire de la prison de Fresnes. Un suicide pour l'administration pénitentiaire, une mort suspecte pour sa mère et son beau-père. Le lundi 27 mai 2019, après une intervention musclée sur un détenu, M. Fofana Amara, il se serait pendu au quartier disciplinaire. Je suis parti au travail comme la journée normale. On a fini le travail vers 16h. En sortant des métros, j'ai un coup de fil des numéros masqués. Ils m'ont dit, on a une mauvaise nouvelle pour vous annoncer. Votre frère Amara Fofana qui vient de décéder. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce qu'il est en bonne santé. Il me parlait tout le temps de liberté conditionnelle. Je ne mets pas même une seconde dans ma tête que lui, il peut se suicider en prison. Pour moi, c'est impossible. Le 27 mai 2019, le frère de Mahamadou décède au quartier disciplinaire de la prison de Réau. L'enquête préliminaire conclut à un décès de type asphyxique par pendaison et est classé sans suite. Mahamadou n'a jamais cru à la version officielle du suicide de son frère et il a porté plainte. 4 ans plus tard, il se bat toujours pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'angle mort des caméras. Toi, tu le connais déjà? Il avait une guitare, il est là. Ouais, Et il aimait la musique. Hein. il aimait bien. Moi, pour t'expliquer, si tu veux, moi, je suis arrivé dans cette prison en 2013. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ton frère. C'était vraiment quelqu'un qui était pas comme nous. Tu as vu, nous, même si moi, je suis sage, je suis devenu sage, mais je suis quand même un boucan par rapport à ton frère que lui, c'était un mec posé, il parlait calmement. Oui. Tu vois, il était un peu, tu vois, le grand frère, tu vois. Ouais. Même parmi les détenus, il y en a beaucoup qui disent qu'il était bien, il respecte aux gens, tout ça. Ils sont venus nous dire qu'il s'était suicidé, je sais pas quoi, mais l'histoire, elle n'est pas claire. Il a voulu partir à son cours de guitare. La surveillante l'a empêché de partir parce qu'elle avait un problème de liste, elle était nouvelle, elle n'avait pas la bonne liste. Lui, il a incité en disant, madame, c'est mon jour de guitare. Je vais à la guitare, justement, c'est mon échappatoire. Laissez-moi partir à la guitare, s'il vous plaît. C'était après ces interventions qu'on a entendu qu'il est mort. Ouais, c'est ça. Moi, j'incrimine personne. Je dis juste que j'ai côtoyé pas mal de personnes en détention et il y a des personnes chez qui on arrive à détecter qui sont faibles ou qui peuvent en arriver plus ou moins à baisser les bras. Mais ton frère, c'était tout le contraire parce que je me souviens que moi, quand je parlais avec lui et que je lui parlais de mes problèmes, c'était lui qui me donnait de la force. J'espère qu'on aura la vérité, tu vois, parce que c'est incompréhensible. Le QD, vous pouvez y aller très très vite. Un surveillant, il suffit qu'il a passé une mauvaise nuit, qu'un mot qu'il ait mal interprété ou mal compris, et ça m'est arrivé.
J'ai eu un surveillant qui, se sentant menacé, on m'a emmené au QD. La force de frappe de la prison, c'est le QD. Tout est fait pour te montrer que tu rentres dans un monde très sombre. La lumière est volontairement vraiment abaissée de façon à que tu rentres dans un trou. Voilà, on te fait comprendre que tu rentres dans un trou. Vous n'avez aucun contact avec le surveillant. La nourriture, on vous la glisse sous la porte comme si vous étiez un animal, quoi. Tiens, mange. Le quartier disciplinaire, bien souvent, ça permet de gérer des détenus qui sont incontrôlables en cellule normale. Ensuite, il y a tout ce qui est agression de personnel, ou alors trafic de drogue, ou tentative, enfin, des problèmes sur la cour de promenade, de bagarre avec co-détenus, etc. Le mitard, c'est la punition, c'est la prison à l'intérieur de la prison. C'est la prison comme on l'imagine quand on a peur, quand on est gamin. La plupart du temps, le placement en mitard, c'est en préventive. C'est-à-dire, il y a un conflit avec un surveillant, il déclenche l'alarme, tous ses collègues arrivent, t'es plaqué au sol, main dans le dos, t'es traîné au mitard. Il arrive, il te plaque sur le lit, il te palpe, il te retire les chaussures, il te retire les lunettes, il te retire tout ce qu'ils veulent. Ils te mettent nu. Et genre pour vous fouiller quand vous arrivez au mitard. Et c'est pas vous rhabiller tout de suite. C'est à leur bon vouloir. S'ils veulent te laisser 1 heure tout nu, ils te laissent 1 heure tout nu. S'ils veulent te laisser 5 minutes, ils te laissent 5 minutes. C'est à leur bon vouloir. Tu es devant la personne, tu te baisses, tu fais voir tes fesses, touche ton talon, touche ton autre talon, tousse, accroupis-toi. C'est dégradant, quoi. Les surveillants, ils sont tout puissants au mitard parce qu'ils ont aucun regard extérieur. Ils voient, les autres détenus ne voient pas ce qui se passe. Des fois, ils entendent gueuler et c'est tout. Il y a des endroits qui ne sont pas filmés. Il y a des angles morts. Une fois qu'on est rentré dans la cellule, il n'y a plus de caméra. Là, tout est possible. Tout est possible dans la cellule. La dernière fois que j'ai eu mon frère au téléphone, c'était un dimanche soir. Il m'a dit bientôt, mon frère, je vais sortir, on va se voir tout le temps. Je ne savais pas que c'est la dernière conversation entre moi et lui. Il me manque, il est mort jeune. Quand je pense à lui, franchement, ça me fait quelque chose à la tête. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Cécile. Vous allez bien? Ça va. Entrez. Merci. Je sais que vous travaillez pour les droits des détenus. C'est ça qui m'a poussé de venir vous voir. En fait, pour la situation de mon frère, là, la mort de mon frère. Il y a une enquête sur les causes de la mort qui a conclu que c'était un suicide, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Je sais qu'il n'était pas suicidaire. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à sa mort? Ce que nous disaient les courriers qu'on a reçus, en fait, on a reçu des courriers de plusieurs co-détenus qui pointaient le fait qu'ils trouvaient que le décès d'Amara était louche et que c'était important potentiellement que l'OIP se penche sur les circonstances du décès. De ce qu'on a vu de l'enquête qui a été menée par le procureur, c'est qu'ils avaient un peu bâclé l'enquête et notamment tous les co-détenus qui étaient présents au moment de l'altercation n'ont pas été entendus par les enquêteurs. Donc dans ces cas-là, nous,
effectivement, on va creuser, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et on saisit l'administration pénitentiaire, on saisit le procureur. Et on a obtenu des premières réponses de l'administration pénitentiaire, mais qui laissaient des zones de flou. Vous avez eu davantage d'informations de la part du procureur? Est-ce qu'il vous tenait au courant de la procédure et de l'avancée de l'enquête? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un constat qu'on fait souvent, nous, à l'OIP. C'est que quand il y a des personnes qui décèdent en détention, les familles sont laissées à l'abandon, finalement. Et puisqu'il n'y a pas de transparence, puisqu'on ne vous donne pas d'informations, forcément, vous vous posez des questions. Ça veut dire qu'on me cache des choses. Celui qui a inventé le mitard, il n'a pas été l'essayer. Il ne peut pas comprendre cette haine qui naît en nous et cette colère et ce sentiment de ne valoir rien du tout, de n'exister aux yeux de personne. On vous condamne à un moment de solitude, d'abandon, de déshonneur complet. On a cette impression-là que personne ne veut nous regarder, personne ne veut nous entendre. Comme si que va mourir dans ton coin, va souffrir dans ton coin. T'appelles, ils répondent pas, ils se foutent de ta gueule. Alors soit ils laissent sonner l'interphone, soit ils te mettent la musique classique sur l'interphone. Ils s'amusent. Il y a des salopards à l'interphone. Quand j'appelais, ils faisaient « Bien du jour, vous êtes bien sur la ligne Thalys en direction de Paris-Bruxelles. Passez votre commande de frites, on vous les amène tout à l'heure. » Du foutage de gueule, quoi. Et en fait, la solution pour faire ouvrir, pour rencontrer quelqu'un, ben, c'est ça. Tu leur dis « Non, mais attends, ok, alors t'es occupé, d'accord, tu viens de me dire t'es occupé, je te laisse une demi-heure. Dans une demi-heure, je te promets, tu vas ouvrir. Je suis sûr, tu sois d'accord ou pas, tu ouvriras. » Et ben là, tu bouges la toilette, tu déclenches. Puis au bout d'un moment, il y a sa dos dans la coursive, il le voit. Et là, tu les entends. Oh putain, ça y est, elle fait chier. Hein. Et tu les entends s'équiper, machin. Et tu sais que tu vas en prendre plein la gueule, mais au moins, ils t'auront ouvert, quoi. Tu leur as dit, dans une demi-heure, vous ouvrirez. T'as plus que ça en tête parce que sinon, tu deviens barjot, quoi. C'est un truc qui détruit la tôle. Et l'isolement encore plus. Il y en a qui sont devenus fous. Il y en a qui sont devenus fous au mitard. Il y en a beaucoup qui ont craqué. Tu peux faire une connerie. Si t'es vraiment femme dans ce moment-là, quand t'arrives comme ça, en plus, tu sais que t'as de la prison à faire, tu viens d'arriver, t'es tout amoché comme ça, tu te retrouves au mitard. Ouais, ça peut te passer. Tu peux faire une connerie. Ouais. Faut vraiment être solide dans ta tête. Faut vraiment être solide. Je me trouvais dans l'atelier hein, et j'entends mon fils qui avait à l'époque 12 ans qui crie, mais j'avais jamais entendu de ce cri-là de sa bouche, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais pour moi, il s'était fait gravement mal, quoi. C'était la première fois que j'entendais ce cri de sa bouche, quoi. Et je le vois arriver dans l'atelier, il n'arrivait pas à se reprendre, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait. Et j'ai fini par comprendre qu'il m'a dit, papa, Sacha, il est mort. Qu'est-ce qu'il me raconte? Papa, vous n'allez pas vous suicider? Puis c'est maman qui descend, je la vois en pleurs et qui me dit, Sacha est mort. J'ai eu 3 jours de battement où j'ai dû choisir entre la vie et la mort. Et quand j'ai fait le choix de vivre, j'ai décidé de le faire pleinement et de continuer à vivre aussi pour lui.
Le combat que je le mène pour lui, avec mon mari. Maman, ne quitte pas, regarde ton enfant et si la juge qui l'a appris, qui en assumera le châtiment. La rue est belle, la rue est belle, la rue est belle. C'était un jeune plein de projets, une âme d'artiste. Il dessinait, il chantait, il dansait, il nous faisait rire tout le temps. Très aimant, très doux. Il voulait être vivant complètement. Bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Voilà, Sacha est décédé, il venait d'avoir 18 ans. Il a été incarcéré pour avoir volé 2000 € dans la grande surface dans laquelle il travaillait. Ça lui a pris juste après Noël. Il a volé le contenu de sa caisse et il est parti, croyant vivre la grande vie avec les 2000 € qu'il avait volés. Il s'est fait attraper un mois après. On lui a mis 6 mois à Saint-Brieuc. Il était jeune et beau. Et il s'est quand même beaucoup fait embêter en prison, donc il s'est battu quelques fois. Il a pris une peine de mitard de 5 jours qu'il a mal supportée. Après, il a eu d'autres petites bagarres qui lui ont fait avoir du sursis. Et un jour, le jour de trop, il a pris 21 jours d'un coup. Donc il a su qu'ils allaient tomber à la fin du mois et il supportait pas l'idée d'y retourner. Une fois au mitard, il s'est pendu avec une paire de lacets, ce qui est normalement totalement impossible parce qu'on n'est pas censé avoir de lacets. Il s'est dépendu lui-même, il a avoué son geste, il a demandé un fractionnement de sa peine. Ils l'ont maintenu dans sa cellule, ils lui ont donné 1 heure tout seul dans la cour et ils l'ont remis dans la cellule où ils sont allés le dépendre 1 heure après parce qu'il s'était suicidé. Voilà, toujours avec une paire de lacets. La question que je me pose, c'est comment se fait-il que le parquet, avec tous les éléments qu'il y a dans l'enquête, ait pu, je veux dire, classer cette affaire sans suite, quoi. 99% de ces affaires-là sont toujours classées sans suite. Comme si c'était normal, ce n'est qu'un détenu. Alors qu'il y a des éléments dans l'enquête qui montrent bien qu'il y a eu un manquement. Pour moi, c'est là, quoi. C'est indéniable, quoi. On a décidé de se constituer partie civile pour faire reconnaître la responsabilité de gens qui auraient dû porter secours à notre enfant et la responsabilité de l'État. On nous a demandé de verser une caution pour pouvoir se constituer partie civile. On l'a fait et depuis, on est sans nouvelles du tribunal. Je crois que tu connais bien Amara. Et ouais, je l'ai très très bien connu. Voilà. On était peut-être 600 là-bas, tu vois. Et genre, s'il y en avait un qui sortait du lot par sa gentillesse, c'est lui, genre, vraiment, c'était incroyable. Il adorait la musique, il adorait la guitare. Et on a passé des heures ensemble, tu vois, quand je lui apprenais la guitare et tout. C'était... Moi, il m'a fait énormément de bien, moi, ce mec. Hein. Vraiment. Ouais, c'est derrière avec la guitare. C'est ça. Tous les lundis, il avait cours, tu sais. Là, il sort pour aller à la musique. Et moi, c'est là que mon pote, il était. Il était juste là dans l'angle. Lui, il m'a tout raconté. Là, elle lui dit qu'il n'est pas sur la liste. Il lui a dit son nom. Elle a dit non, t'es pas sur la liste, tu vas nulle part. Et elle n'a pas voulu le laisser sortir. Elle n'a pas voulu. Et ce qu'il a fait, lui, il est un peu passé entre son bras, hop, et il est sorti comme ça. Tu le vois là qu'il est super calme. Hein. Ouais, c'est ça. Et de là, elle a appuyé sur l'alarme. Elle a dit ouais, il est passé de force. Et de là, ils sont tous sortis. Et là, ils sont direct allés l'attraper. Ils se sont mis dans un endroit où il y a les caméras, elles ne voient pas. En fait, dans tous les étages, c'est la même chose. Cet endroit-là, il n'y a pas de caméra. Ils l'ont tiré là-bas. Et ils étaient tous sur lui.
vois avec son genou ce qu'il fait? Tout à fait. C'est lui là qui avec son genou, il lui appuie dessus. L'autre il lui tient les bras et l'autre il lui appuie sur la tête. Et là il l'amène dans la salle de fouille là. Ça c'est la salle de fouille. C'est ça. Il rentre combien dedans? Presque une dizaine. C'est ça. Ils sont plus que 10 même là. Regarde. Regarde comme il le porte. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Il lui porte les pieds. Regarde. Et puis là, il a perdu la force. Là, il en pouvait plus, là. Là, il était épuisé, tu le vois? Ah là. C'est ça l'entrée du mitard. Il y a eu des violences de surveillants pendant que j'étais au mitard. Il y en a un à Bapaume, il était costaud, le salopard. Il me prend à la gorge comme ça, il me soulève contre le mur. En fait, quand je me suis réveillée, j'étais déjà démenottée et au bord du lit. Et ils étaient en train de me regarder derrière la grille, savoir si j'allais me réveiller ou pas. Pour entrer dans la promenade, il y a un genre de petit sas où il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. J'arrive dans ce fameux sas, là, c'est là où je vois le fameux surveillant avec les gants en plastique, coquelés, là, et il me dit fouille. Je lève les mains pour me laisser fouiller. De là, il commence à me fouiller. Tout de suite, il me ceinture par le bras avec la taille, et là, il m'envoie 2-3 pêches. Des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. De là, on tombe par terre. Quand on tombe par terre, les autres surveillants, ils arrivent, je prends 2-3 coups dans les côtes, 2-3 coups dans la tête. Je me mets en boule pour me protéger. De là, ils arrivent, ils me mettent les menottes. Ben, je me suis ramassé tous les escaliers, tellement qu'ils lèvent les bras et ils font exprès, avec ta tête, tu te tapes les escaliers. Et boum, 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 boum. Je monte jusqu'au 4e étage avec la tête en sang, coquère, le mal au nez. Et de là, ils m'ont jeté dans le mitard et ils m'ont laissé là-bas tout esquinté. J'arrivais même pas à avaler ma propre salive. J'avais mal à la gorge, j'étais enflé, j'avais une boule dans la tête, mal aux côtes. T'es là, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Mais tu te demandes s'il va y avoir un deuxième round, s'ils vont venir à plusieurs pour te finir, quoi. Le comportement des personnes au quartier disciplinaire peut vraiment donner lieu à toute forme d'abus de part et d'autre. Vous avez des personnes qui ont l'art et la manière de jeter aux membres du personnel leurs excréments, de l'urine, avoir des comportements particulièrement ignobles et odieux et générer en retour effectivement des comportements difficiles parce que les surveillants ils ne sont pas là pour se faire insulter ou traiter de la sorte, donc ils réagissent. Et s'ils perdent leur sang-froid, ça peut aller très loin. Couper l'électricité, oui. Arroser à la lance incendie, oui. Tout est possible. Bien sûr que j'ai déjà eu à traiter des violences de surveillance sur des détenus. C'est déjà arrivé à de multiples reprises. On a des agents qui sont équipés, casques et puis boucliers, gants, enfin toute la protection, tenue par coup, le gilet par coup. Donc avec les boucliers, ils bloquent le détenu et on lui menotte les mains dans le dos et on l'accompagne au quartier disciplinaire. Bon, je ne cache pas que bien souvent, comme ils sont très, très vindicatifs, il y a des coups qui partent. Ou je dirais c'est la coercition qu'il faut utiliser pour obliger le gars à l'accompagner au quartier disciplinaire. Normalement, c'est un force strictement nécessaire. Moi, je sais que lorsque j'étais responsable du quartier disciplinaire à Nancy, je montais tout de suite au quartier disciplinaire, justement pour éviter tout excès de violence vis-à-vis des détenus. C'est vrai que des fois, c'est 10 surveillants sur le détenu. On ne sait plus où est le détenu, d'ailleurs.
D'ailleurs, moi, j'ai pris un coup de poing. L'attroupement était tellement... qu'il y avait des coups de poing qui partaient. D'ailleurs, qui n'étaient pas nécessaires, puisque le détenu était au sol. Et c'est moi qui ai pris le coup de poing, donc moi, j'ai été ouvert là. Et il était destiné au détenu, ce coup de poing, mais il n'y a pas besoin de lui mettre un coup de poing, il était maîtrisé. Du moment qu'il est maîtrisé, il faut arrêter. Et on dirait qu'il y en a certains qui ont du mal à s'arrêter. Moi, une fois, je suis intervenu parce que j'ai vu un collègue frapper un détenu qui était menotté, qui était au sol, qui était maîtrisé, menotté, qui était tranquille, et le surveillant est arrivé, il a donné un coup de poing. La violence, elle est à tous les niveaux, hein, de toute façon. Moi, j'ai vu des surveillants violents, des premiers surveillants, des officiers et même un directeur, quoi. Un directeur qui a frappé un détenu qui était maîtrisé, menotté, et qui était tranquille, qui allait, on accompagnait au quartier disciplinaire, voilà. Et puis j'ai vu le directeur l'attraper et puis lui donner des coups de genou, quoi, dans le ventre, dans la cuisse. J'ai appris le décès de mon frère par un coup de téléphone du directeur de prison. Ils me disent qu'il y a eu l'intercation avec les surveillants, que mon frère était agité, qu'il est décédé suite à l'intercation, mais pas plus. 5 ans après la mort suspecte d'un détenu, des surveillants de prison au tribunal aujourd'hui et demain à La Rochelle. 7 gardiens employés à Saint-Martin-de-Ré comparaissent pour homicide involontaire, violence et non-assistance à personne en danger. Ah, c'est chaud, hein? Ah non, c'est pas bon. Je leur pardonnerai jamais. Ah non, ça va, c'est pas bon après. Et ça se paye. Ça se paye. Tu es un être humain comme un chien, et puis cela coule douce, tranquille. Je pardonne pas. T'as raison. Depuis quelques semaines, Sambali délirait, il n'était pas bien. En sortant de sa cellule, au moment de passer le portite, Sambali ne voulait pas. Il disait qu'il était hanté, la portite était hantée. Au lieu de le raisonner, de faire comprendre qu'il n'y avait pas de danger, non. Sambali, il a été poussé, il est tombé. Et les 7 gardiens s'y sont mis sur lui. Comme il n'arrivait pas à respirer, il a mordu un gardien pour qu'il le lâche un peu. Et c'est ça qui est parti en tabasse, bâillonné, mélotté. Et il y a le bâillon qui était sur le nez, donc il ne trouvait plus l'air. Ils l'ont amené dans une cellule, la tête sous un lit, toujours bâillonné, mélotté, son pantalon baissé avec l'excrément partout. Il y a un des gardiens qui disait même à ses collègues qu'il est tellement lourd qu'il fait le poids des morts. Il était déjà mort. Il était déjà mort quand il est arrivé au quartier disciplinaire. Il était déjà mort. Personne n'a pris le temps même de respecter son état, de le respecter en tant qu'humain. On a quand même eu la chance d'avoir le procès, de l'assister, d'aller jusqu'au bout.
Mais la décision finale de la justice a été une déception. Les gradés ont été relaxés. 4 surveillants ont été condamnés à des peines d'1 an à 2 ans de prison avec sursis. 2 d'entre eux exercent toujours à la prison de Saint-Martin-de-Ré. On a fait un combat qui a abouti, enfin, pas à grand-chose. On ne peut pas faire de deuil en disant que les gens qui ont tué notre frère continuent à exercer tranquille leur métier. Quand ils ont mis dans le mitard qu'il y en a qui sont rentrés avec lui, ça a duré longtemps. Il est 14h45, on a commencé à combien? 41, 42, ça fait déjà 3-4 minutes. Et ils sont encore dedans, les autres. Ils sont encore dedans. Après, quand ils vont sortir à la fin, il y en a un qui va faire comme ça. Ah ouais? Ouais. T'as vu ce qu'il a fait? Ah ouais, comme si il était en train de montrer ce qu'il avait fait. Regarde l'heure, là. Là, il est 14h48. Oui. Du coup, ça passe à 15h12. Oui. Il manque 24 minutes. Et ça, il explique comment? Il donne pas d'explication. La vidéo, elle reprend à la seconde où il regarde son œil tomber. Voilà, hein? c'est ça. Là, ils font rire. Et après, c'est là qu'ils l'ont découvert. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent ne pas s'expliquer sur ça. Tu vois? Comment c'est possible? Genre, quand tu as 20 minutes de vidéos qui disparaissent, qu'il y a un mec retrouvé mort. C'est là que je m'inquiète aussi. C'est là qui m'a choqué. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Au cours de l'enquête préliminaire, la direction de la prison a justifié cette coupe en déclarant: un officier pénitentiaire a procédé au triage des séquences vidéo intéressant la procédure en cours. Si cette séquence manque, c'est que l'officier n'a rien constaté d'anormal. Les enquêteurs n'ont pas insisté pour récupérer ces images, que l'administration pénitentiaire était pourtant tenue de remettre à la justice. Cet escalier monumental. Ah. Avec les tapis rouges là. Au nom du peuple français. Voilà. Ne pas oublier que c'est là que se fait la loi. Bienvenue au Sénat, asseyez-vous, content de vous recevoir. Ça... Merci d'avoir pris le temps. On va essayer d'avancer dans le dossier qui vous préoccupe et de voir comment on peut, en tant que parlementaire, essayer d'intervenir ou de vous permettre, en tout cas, d'obtenir ce que vous recherchez. En fait, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. En fait, je suis venu vous voir, mais je ne suis pas contre l'État. En fait, c'est juste venir vous voir. La réalité des décès de mon frère, je voulais juste savoir l'éclair dans cette affaire. Bien sûr, bien sûr. C'est légitime, hein, c'est normal. J'ai même déposé, en fait, j'ai des documents en copie pour les us, mais il n'y a pas de réponse jusqu'à présent. D'accord, ça c'est la plainte qui a été déposée, c'est ça? Oui, c'est la copie que monsieur a. D'accord, ok. Ça a été qualifié de suicide. Il y a pourtant plein de zones d'ombre en fait dans ce dossier-là qui nous laissent penser qu'une enquête devrait vraiment être diligentée, parce que c'est vrai qu'il y a une zone d'ombre qui est très importante. On a 24 minutes qui nous manquent, grosso modo, au moment où il rentre en cellule, et puis on ne sait pas ce qui se passe, on voit des surveillants rentrer, et après, il y a un blanc, en fait. Il y a un blanc là-dedans, ce qui est totalement incompréhensible, en fait. Le parquet a classé l'affaire. On a saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, et c'était il y a maintenant 18 mois.
Et ça n'avance pas, malgré des relances et des demandes, etc. Alors, il n'y a pas de magistrat qui a encore été désigné. Et c'est vrai que ce silence, finalement, vient taire encore plus cette mort inexpliquée alors d'un homme qui allait bientôt bénéficier d'un aménagement de peine, qui n'était pas suicidaire. Et voilà, cette tendance parfois à mettre sous le tapis des affaires comme ça, on le voit beaucoup en détention. Derrière les murs se passent des choses et la justice n'avance pas bien. Et le fait de ne pas savoir, c'est aussi lié au fait que c'était dans un quartier disciplinaire. Voilà. C'est ça, qui sont des quartiers avec particuliers quand même. C'est la prison dans la prison. C'est ça, oui, c'est une prison dans la prison. Prison, c'est déjà assez un peu visible par les citoyens, et alors la prison dans la prison, c'est encore moins visible, quoi. C'est un de nos rôles, en fait, de permettre des fois de faire avancer les choses plus rapidement et vers plus de transparence et vers plus de justice. Je pense qu'il y a moyen, en fait, de vous permettre et de vous aider, en fait, ne serait-ce que déjà en allant voir ce qui peut être sur les lieux, puisque en tant que parlementaire, j'ai le droit d'aller sur les lieux de détention, quels qu'ils soient, pour en fait voir comment les choses se passent. Alors, j'ai pas vocation à mener une enquête, hein. Je suis pas capable et j'ai pas les moyens de mener une enquête. Par contre, c'est vrai que l'intérêt, c'est de voir globalement comment les choses sont organisées. Ce serait déjà super. Et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, monsieur Merci. Merci à vous. On est là pour ça. Merci. Oui, bonjour. Je suis Guy Bénard, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône et je fais une visite du quartier du centre pénitentiaire, accompagné d'une équipe de journalistes, puisque c'est ce qui est permis. Donc je voudrais rentrer, s'il vous plaît. On n'est pas au courant, on va se renseigner. Non, elle n'est pas au courant, bien sûr, oui, c'est normal. Je comprends. Et on est obligé d'attendre là, alors. Ah oui, par contre. Tant qu'elle ne nous confirme pas votre entrée, même si c'est possible, on attend. Oui. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va attendre, j'espère pas trop longtemps, parce que c'est obligé. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement qu'elle doit laisser rentrer. Sinon, ce sera à force de baïonnettes. Non. Si. Force est à la loi, vous avez le droit de rentrer. Enchanté, donc Guy Bénaroche, sénateur. Chef d'établissement, Nathalie Faustin, tenez, je vous rends votre jolie carte. Ah, mais merci Bonjour, beaucoup. Sophie Sanger, la collaboratrice. Alors, on y va? On y va. Bonjour, monsieur. Vous êtes très intéressé par le QD? C'est-à-dire que c'est le quartier disciplinaire, c'est un vrai sujet aussi. Ah oui, au niveau de prévention suicidaire, voilà, je comprends. Vous avez combien de caméras ici qui fonctionnent, vous savez? Plus d'une centaine ici. Ah, plus d'une centaine, ça c'est sûr. Vous allez à tous les étages, à tous les secteurs, sur les activités, les salles communes. Voilà, donc c'est une couverture énorme. Ah ouais. Voilà. Alors là, on rentre dans le quartier disciplinaire. Donc la fouille intégrale, c'est ici en fait. Donc ça, ils passent tous ici obligatoirement. D'accord. De toute façon, la fouille intégrale est obligatoire. Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Ne serait-ce que pour notre sécurité, parce que c'est pas ce qu'il peut y avoir, et pour sa sécurité à lui. Voilà. Donc là, on est dans la cellule, au quartier disciplinaire. Voilà, exactement. Donc vous avez vu, tout est scellé au sol, d'accord? Il y a une surveillance plus importante en quartier disciplinaire. Toutes les heures. Plus importante en personnel, donc vous venez toutes les heures. Tout à fait. Même pendant la nuit, donc je suppose. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, je vous rappelle que toutes les cellules sont dotées Voilà, d'interphonie. Une interphonie, ouais. Oui, ça, c'est pareil, on l'a vu. Mais il n'y a pas de caméra dans les cellules. Dans les cellules, il n'y a pas de caméra, Il n'y a jamais. pas de caméra dans les cellules. Non.
Donc là, la caméra, elle est juste sur le Elle est devant. juste à l'extérieur. Elle est juste à l'extérieur, c'est ça, ouais. Non. Mais après, on a aussi dans l'esprit les professionnels dans leur pratique, ce sont des secteurs spécifiques. Donc en tout état de cause, il y a une vie. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça. Mais je vous pose la question parce que vous savez bien que, par exemple, sur les taux de suicide ou autres, ils sont supérieurs dans les quartiers de discipline. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je pose la question. En fait. Et c'est pour ça que nous, on est particulièrement vigilants sur les personnes détenues. Si la personne est vulnérable, si elle est suicidaire, si elle nous fait comme quoi elle va pas bien, on va la placer en cellule de protection d'urgence. Nos quartiers disciplinaires, on a été labellisés, c'est-à-dire qu'en fait, on respecte les règles pénitentiaires européennes. On a un auditeur qui est venu vérifier notre façon de fonctionner, si on traçait bien les choses, si les règles élémentaires étaient respectées, les droits des personnes détenues. Voilà. Donc on a été labellisés. J'ai l'honneur et le prestige de vous dire qu'on a reçu notre labellisation, donc on est ravis. Voilà. Ce que j'aimerais voir aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le PCI, enfin ce que vous appelez le PCI. Oui, le poste de commandement et de l'information. Le PCI, voilà, c'est ça. Sans journaliste. Voilà. Enfin, sans caméra. Oui, parce que et sans photo. Sans photo, sans caméra, sans prise de vue, sans rien. C'est un poste sécuritaire. Ouais. Voilà, donc on va rentrer dans le PCI. C'est la brigade d'accès qui va se partager ici. Mais là aussi, on ne peut pas y mettre des débutants. C'est trop sensible. C'est bon? Allez, on va rentrer nous. On va rentrer avec le preneur de son. Bonjour. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, donc tout est centralisé ici. Voilà. Mais après, tout ce que vous avez ici en réception d'images, c'est conservé, c'est enregistré. C'est enregistré, mais on a un enregistrement de 48 heures, puisqu'après, tout est écrasé. Au bout de 48 heures Nous, on a un gros problème, c'est 48 heures. C'est au niveau de notre contrat, parce que normalement, ça doit être 3 semaines. Ben oui. Eh ben non. Ben va chez nous. Voilà. S'il se passe, je sais pas moi. S'il se passe quelque chose que je le sais, on va sauvegarder. Le juge va avoir besoin de voir. On va sauvegarder. Mais sous réserve qu'on soit dans les délais des 48 heures. Donc on va les avoir, évidemment, il faut qu'on les transmette. Et les collègues de force de l'ordre ainsi que vont venir chercher les éléments. Parce que l'objectif, c'est, comme on dit souvent, c'est plus il y a de transparence, mieux c'est. Et ça, c'est la règle d'or. Je vais remplacer le magnifié peut-être. D'accord. Je vais mettre exacerbé. Ok. En fait, il faut trouver une façon d'exprimer ça qui soit différente, en fait. Je me demande si on n'a pas intérêt à l'enlever. C'est-à-dire, si on ne mettrait pas, par exemple, et je me dois d'évoquer les doutes portés sur les mauvais traitements et le manque de transparence et de traçabilité, qui, hélas, font croître les doutes et les suspicions. Oui. Vous voyez, c'est parfait. Ma question s'adresse au ministre de la Justice et concerne les quartiers disciplinaires. Ces lieux ne sont pas perçus par hasard comme des lieux de moindre droit. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Madame la Première ministre, je regrette votre absence de réponse car c'est vous qui avez également souhaité, comme ministre des Transports à l'époque, ces ZFE. Dans une démocratie, on peut et on doit débattre les orientations politiques. On peut les soutenir, on peut les critiquer, on peut naturellement manifester. Avec votre réforme, les femmes vont devoir, en moyenne, travailler 7 mois de plus pour partir en retraite. Vous savez, nous sommes nombreux sur tous ces bancs à vouloir que la France reste la référence mondiale au niveau du vin. Merci. La parole est à notre collègue Guy Ménard-Roche pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Justice et concerne les quartiers disciplinaires. Ces lieux ne sont pas perçus par hasard comme des lieux de moindre droit. Les conditions de vie sont plus dures qu'en détention générale.
L'État français ne brille pas par l'état de ses prisons et par les conditions de détention. Les quartiers disciplinaires sont le reflet exacerbé de ces problèmes et le Comité pour la protection contre la torture du Conseil de l'Europe, lors de sa visite, établit de nouveau des constats qui ne nous font pas honneur. Actuellement, la durée maximale y est de 30 jours. Le comité a recommandé à nouveau aux autorités françaises de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer que le placement à l'isolement disciplinaire ne dépasse pas 14 jours et soit de préférence d'une durée inférieure. Et je me dois d'évoquer les doutes portés sur les mauvais traitements et le manque de transparence, de traçabilité qui, hélas, fait croître les doutes et les suspicions, entre autres, sur les circonstances de certains événements et de certains suicides. Suicides qui semblent aussi plus importants dans ces lieux où les privations peuvent créer des conditions favorables au passage à l'acte. Aussi, je souhaiterais savoir si le ministère compte rendre disponibles les chiffres liés au quartier disciplinaire, nombre de séjours, durée moyenne, nombre de suicides, afin de permettre un état des lieux de la situation et pour enclencher une réforme des quartiers disciplinaires. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti. Merci, monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Benaroche, je vous communiquerai très volontiers les chiffres. Je vais demander à la direction de l'administration pénitentiaire de me les communiquer. Dès que je les ai, je vous les communique. Mais ne laissons pas entendre, s'il vous plaît, que le quartier disciplinaire, autrement appelé mitard, serait le lieu de l'arbitraire absolu. J'ai déjà eu, hélas, l'honneur et le déplaisir en même temps de le dire. La justice, c'est un abandon de 3 décennies sur le plan humain, sur le plan budgétaire et sur le plan politique. Par ailleurs, s'agissant des suicides, évidemment que le quartier disciplinaire peut être un facteur favorisant, si j'ose dire. Nous y sommes très attentifs. Le personnel pénitentiaire prend un certain nombre de dispositions. Nous faisons venir des médecins également pour que on s'occupe davantage des détenus. Tout cela est en cohérence parce que vous avez bien compris que le suicide d'un détenu, c'est un échec. Je vous ouvre la porte de la chancellerie, je vous communique les chiffres, monsieur le sénateur, très prochainement, et nous réfléchirons ensemble à ce que vous avez évoqué. Mais je le dis, ça n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Malgré plusieurs relances, le sénateur Guy Benaroche n'a pas obtenu les chiffres demandés. Il attend de rencontrer prochainement le ministre de la Justice. Vous êtes en relation avec le tribunal de grande instance de Melun. Merci de bien vouloir patienter ou de renouveler votre appel. Tribunal, bonjour. Oui, bonjour madame, pourrais-je avoir le secrétariat du doyen des juges d'instruction, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Service instruction, bonjour. Oui, bonjour madame. Maître David à l'appareil, avocat au barreau de Paris. Je vous appelle parce que je n'ai toujours pas la désignation du magistrat instructeur dans un dossier. C'est une plainte que j'avais déposée en mai 2021. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Le nom, c'est monsieur Fofana Mamadou. D'accord. C'est madame Delcoigne. D'accord. Depuis quand, c'est madame Delcoigne? 22 août. 22 août, d'accord, ok. Merci pour cette information. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, maître. Bonjour. Bonjour. Je suis venu voir Benoît David. Ok. Merci. Merci. Bonjour, monsieur Fofana. Bonjour, Benoît. Je vous en prie. Installez-vous. Merci. C'était important qu'on se voit aujourd'hui pour qu'on puisse un peu faire le point sur le dossier de votre frère. D'accord. Parce qu'il y a un peu du nouveau. Ça fait 6 mois qu'en fait, il y a un juge et on ne nous a pas avisé. Alors que la procédure veut, lorsque le juge d'instruction est désigné, on avise la partie civile. Ce que vous êtes partie civile.
Et vous voyez, c'est très important, Mamadou, de se rendre compte que vous n'avez pas été avisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas été informé qu'un juge d'instruction avait été désigné, ni moi non plus, parce que tant que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas demander à ce que certains actes, c'est-à-dire certaines auditions, certaines enquêtes, soient faites par le juge. Quand vous êtes, comme vous, partie civile, vous avez un droit qui est de dire au juge, voilà, moi je pense qu'il faudrait regarder dans telle ou telle direction. Moi je pense qu'il faudrait entendre telle ou telle personne. C'est des éléments qu'on peut demander. Et sans vous le dire qu'il y a un juge qui a été désigné, ben, vous ne pouvez pas le faire, ça. Vous ne saviez pas que vous aviez le droit de faire, en fait, depuis le mois d'août. Voilà. Je ne sais pas quoi il faut dire. Maintenant qu'on sait qui est le juge qui a été désigné, on peut enfin faire des demandes d'actes. Notamment faire entendre les détenus qui n'ont jamais été entendus, les surveillants qui n'ont pas été entendus, pourquoi il manque 24 minutes dans les vidéos. C'est ça. Donc voilà, c'était important que je vous dise ça, que le dossier de votre frère, il n'est pas oublié de mon côté, mais que du côté de la justice, ça met beaucoup de temps, parce qu'il y a une volonté peut-être de ne pas faire toute la lumière sur cette affaire, et toute la lumière en détention, c'est possible. Combien de détenus sont décédés comme ça, je ne sais pas. Je sais quand même que mon frère n'est pas le premier. Et s'il faut tout faire aujourd'hui pour que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête.